Rappelons-nous qu'au Forum de médias, nous avons une devise qui nous anime. Elle est sous-tendue par la trilogie que voici: fidélité, efficacité, régularité. Avant tout, découvrons la composition du plateau de ces jours. Partons de notre droite. Jean Lokaka, cadre du PPRD. Lokaka, et puis Aldarich Luboya, président national de la Ligue des jeunes du MLC. Aldarich, et puis Michel Kitoko, leader du club de patriotes congolais. Je suis politologue de formation. En même temps, initiateur de la dynamique politique PESA Fongola Mboka. Je ne suis pas membre de l'Union Sacrée. Après le non-membre de l'Union Sacrée, nous avons Angèle Makombo, je suis présidente nationale du parti politique dénommé la Ligue des démocrates congolais, en sigle LIDEC, membre de l'Union Sacrée. Vous avez clôturé le mois de la femme. Eh oui. Ça a été un succès? Oui et non. Pourquoi? Pourquoi non? Oui, parce que, bon, comme je dis, c'est un moment de célébration, mais aussi de réflexion. Et dans notre réflexion, on se rend bien compte que il y a des progrès qui ont été accomplis, mais les Congolaises ont encore un long chemin à parcourir avant d'arriver à cette fameuse parité que nous réclamons de tous nos voeux. Le parcours, c'est partout. Un long parcours, c'est partout. Comme nous, comme chez nous les hommes aussi. Oh, et puis vous gouvernez, hein? Et nous, depuis l'indépendance de ce pays, les femmes ne sont pas dans la gouvernance ni politique ni économique du pays. Si, vous gouvernez, il est grand temps. Nous gouvernons ensemble. Oh, c'est ce que vous croyez. Alors, nous terminons à droite avec Pati Joseph Lendo, Fumawa Malemba, Nansanga Masika Nambongo, initiateur de l'opposition scientifique, apôtre de la méritocratie, le Congo congolais des valeurs, et allié légendaire au sémillant professeur Vincent de Paul Lunda Boulou, que je salue ce soir. Ok, les disciples de Lunda Boulou. Ainsi, à gauche, Robert Ngambi, je suis membre du bureau politique au Parti Lumumbiste Unifié, secrétaire permanent adjoint chargé des questions de province, questions idéologiques et questions électorales au Parti Lumumbiste Unifié du vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga, de heureuse mémoire. Ok, le parti de Gizenga, et puis c'est Mami Abongo, femme congolaise, analyste indépendante. Analyste indépendante, qui ne cherche plus le parti. On cherche toujours un parti politique sérieux. Ok. Oui, c'est Corneille Moulumba, je suis membre cofondateur de l'UDPS. Je suis de ce groupe qu'on appelle les pionniers de l'UDPS, les pionniers qui sont les gardiens du temple des valeurs démocratiques, des valeurs de défense des droits de l'homme, des valeurs d'un grand Congo. Ok, c'est la raison d'être d'un parti d'ailleurs. Et puis Simon Adrien Kalinga, porte-parole de l'UDPS Tshisekedi, la constance dans le combat pour un Congo toujours meilleur pour son peuple. Ok, Congo meilleur, espérons-le. Et puis je m'appelle Saïl Mbalanga Baudouin, député sénateur honoraire. Je suis le responsable du journal La Chopo, journaliste professionnel. Journaliste professionnel, Saïl Mbalanga. Aux chrétiens, nous disons bon dimanche de Pâques qui tombe ce 4 avril 2021. C'est la résurrection de Jésus-Christ, le Rédempteur. Et à l'occasion de la résurrection de Jésus, nous, Congolais, mettons de côté nos égoïsmes pour les remplacer par l'amour. Et c'est l'amour que le Rédempteur nous a conseillé avant son retour à la droite de son Père. Et le pardon. Ok. Alors, c'est la grande fête du à travers le pays, les échos
qui nous parviennent ne sont nullement encourageants. Rien ne favorise à cette allure la stabilité de notre pays, cher et beau, que Dieu nous a donné gracieusement. Il s'agit bien entendu des incertitudes que les assemblées provinciales risqueraient d'occasionner avec des motions et des pétitions un peu partout. Il est aussi question au sommaire de la rentrée parlementaire. Les deux présidents de Chambre haute et basse ont tenu, par rapport à la situation à l'Est, deux grands discours interpellateurs en rapport à la situation que l'Est du pays connaît. Bahati Lukwebo et Mbosso Kodia n'ont pas porté de gants en velours à cette occasion. En plus, ne compter que sur une seule route d'intérêt national, c'est un danger pour la République démocratique du Congo. La coupure en deux de la nation numéro 1 au niveau de Massamuna, juste à côté du village Misélé, serait aussi une autre interpellation de la nature faite aux Congolais. L'OVD est en train de réhabiliter quelques tronçons des avenues dans la capitale sous l'appellation de Chile-Gele. Exemple. Donc, je crois que ce programme, si ça peut tenir debout, on peut donner de l'espoir à nos villes de respirer. Et nous allons en parler. Voilà les sommaires. Et commençons par les discours musclés de deux présidents de deux chambres. Notre pays est entré dans une nouvelle ère de changement, appelée de tous nos voeux. Il ne faut pas que ce changement, pour lesquels nous nous sommes si tant investis, devienne un slogan vide, ni un vœu pieux, creux. Pour réussir ces défis, l'Assemblée nationale lance également un appel pathétique à tous les compatriotes congolais impliqués d'une manière ou d'une autre dans les massacres de notre population. Nous exhortons tous nos compatriotes congolais qui collaborent de près ou de loin avec les groupes armés et les groupes terroristes toujours actifs à l'est de notre pays, de les quitter définitivement pour prouver leur attachement à la patrie et leur amour à notre peuple. Il ne faut pas que les Congolais se montrent complices de ceux qui tuent et massacrent à longueur de journée nos sœurs et nos frères. Dans ce même ordre d'idées, l'Assemblée nationale s'emploiera à demander à notre gouvernement d'accélérer les programmes de désarmement, démobilisation et insertion, réinsertion, et d'aider nos compatriotes qui vont quitter les groupes armés ou arrêter leur complicité avec eux, afin qu'ils aient une occupation digne pour nourrir leurs familles et participer au progrès et au développement de notre pays. Vous aviez entendu, vous avez suivi Mbosso. Cette interpellation vous dit quoi? Commençons par les hommes politiques d'abord. Michel Kitoko. Merci. Je pense que je l'ai toujours souligné,
Non seulement que la situation continue à s'empirer dans notre pays, c'est parce que tout simplement il n'y a pas une vision réelle autour de la sécurité de notre pays. Et parce qu'il n'y a pas une vision, le Congo est en train de payer le pot cassé. C'est que beaucoup de gens soupçonnaient depuis des années, en disant qu'il y a au niveau même des forces militaires, ceux qui nous ont infiltrés dans l'armée. Maintenant, sur le plan politique, il y a le président de l'Assemblée nationale qui, de lui-même, parle de ceux qui nous ont infiltrés sur le plan politique. Je pouvais comprendre du temps de Joseph Kabila, où il y avait plusieurs forces armées qui se battaient. Où lui, il était obligé, on l'appelait Moumemimaki à ce temps-là. On avait la rébellion du RCD, on avait la rébellion du MLC, tueur en série, on avait la rébellion de KML, ainsi de suite. Tout ça, c'est ce que le Congo a connu. Mais après avoir éliminé tout ça et qu'on entre dans le schéma de prendre le pouvoir que par la voie électorale et qu'on nous dise que les tueurs en série se trouvent au Parlement de notre pays, c'est une déclaration grave qui le montre. Alors, monsieur... Oui. La question, je pense que je vais être abordée au-delà de son sens du discours comme un fait réel, parce que ça va faire plus de 20 ans que l'Est de la République démocratique du Congo saigne chaque jour. Le problème doit être pris dans le sens global et dans le sens individuel. Le président du Parlement cite que certains responsables députés nationaux seraient à connivence avec les forces des groupes armés. On connaît, lorsque nous citons tout ce qui se passe à Ouvira avec le Banyamulenge, vous n'allez pas dire que cette histoire n'a pas de connexion au niveau de Kinshasa. Lorsqu'on sait que l'exploitation de cassitérite, l'exploitation du coltan, l'exploitation de l'or, certains hommes politiques font des affaires avec Kampala, ils sont dans les entreprises avec le Rwanda, et le Rwanda n'a pas de minerai d'or, ni le minerai de coltan, et donc c'est une façon de participer à l'instabilité, parce qu'il faut, par le fait, nous avions déjà dit, comment on a vu des hommes devenir riches sur base de minerai du sang. C'est un problème, mais la grande vision, lorsqu'on parle de la vision, ce n'est pas une affaire magique. D'ailleurs, c'est beaucoup plus idéaliste par rapport à celui qui est pragmatique. Parler de l'état de droit comme une vision, malgré c'est une disposition constitutionnelle, mais une vision n'irait pas à l'encontre de la Constitution. Parce que vous pouvez avoir une vision, mais doit être conforme dans l'application, conforme à la Constitution. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais à long terme, nous devons viser 3 éléments que j'ai dit. Vous ne serez jamais un État puissant militairement si vous n'investissez pas dans le savoir. La même technologie militaire que nous utilisons, les armes, le moyen de communication, qui sont parfois c'est la technologie américaine, la technologie française, la technologie russe, tous les pays africains utilisent pratiquement la même technologie. Donc vous n'avez pas l'ascendance sur le plan opérationnel par rapport aux autres. Il suffit tout simplement qu'un bon technicien russe soit du côté du Rwanda et vous utilisez les armes russes ou la communication russe. Vous êtes pratiquement à la merci. Tout ce que vous faites, c'est connu de l'autre côté. Un État puissant doit d'abord, comme j'ai dit, domestiquer le savoir, la technologie, avec de moyens opérationnels propres. C'est la technologie qui crée l'économie. Le savoir et la technologie créent l'économie. Et vous aurez une armée puissante lorsque vous avez une technologie forte, vous avez une économie forte. À ce moment, ça vous donne une armée forte également. Donc, ce sont des principes majeurs sur lesquels l'État doit travailler en se projetant, pas tout simplement par le fait d'aujourd'hui, en se projetant pour 2050, 2070, comme a toujours dit le plan du développement du Congo, devrait être vu dans ce sens. Mais aujourd'hui, je pense que ça donne une nécessité que les Congolais, pour arriver à sanctionner tout ça, de s'approprier de ce qu'on appelle
le docteur Mukwege se bat pour ça, le rapport mapping, hein, c'est ça. Hein, et donc il y a moyen qu'un tribunal soit érigé pour pouvoir corriger tout ça et faire prévenir les autres que toute personne congolaise ou pas congolaise qui s'impliquerait dans de tels faits, qui instabilise et déstabilise la République, devrait un jour répondre à la sanction de l'histoire. Et juste dénoncer, c'est bon, mais quand on a le pouvoir, on a les outils du pouvoir, on a la justice, je crois que le Parlement n'est pas juste, ce n'est pas la société civile, c'est une institution qui gouverne, et donc il faut tout un rapport qu'il faut mettre à la disposition de la justice congolaise, de manière que tous ceux qui sont dénoncés répondent à la justice congolaise. Ok, Moulumba, qu'est-ce que... Oui, Noël. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours du président Bosso et le Hati Lukwebo? Il y a quelque chose d'effarant dans tout cela. Si parmi les politiciens congolais, il y en a qui sont soupçonnés de collaboration ou de complicité avec ce qui se passe à l'Est, je n'ai pas entendu une seule fois qu'un député, un ministre, a été interpellé, a été traduit en justice pour sa complicité. Mais si on ne dénonce pas, si on reste avec des généralités, si on dit qu'il y a des officiers qui collaborent avec l'ennemi, mais on met l'ensemble de l'armée en danger, puisque vous vivez, vous mangez avec les ennemis parmi vous. Si on soupçonne un général qui sera en connivence avec l'ennemi, on peut même ne fût-ce que le mettre en retraite anticipée pour ne pas le laisser dans les rangs. Donc, on n'a entendu jusque-là aucune décision. Il ne suffit pas que le président du Sénat, que le président de l'Assemblée nationale dise qu'il y a parmi nous des gens qui... Mais quel est le travail des services de renseignement, qu'ils soient militaires ou civils? Quel est le rôle de l'ANR? Ce n'est pas de réprimer les pauvres citoyens. Quel est le rôle des renseignements militaires? Mais c'est ce travail-là identifié. Donc, moi, je pense que c'est bien... Là où ils se trouvent tous les deux, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, ils ont la possibilité d'avoir le plus d'informations possible. Que ces informations soient transmises au niveau des services concernés pour que s'il y a des personnes sur qui pèsent des doutes, qu'il y ait des enquêtes, au besoin des arrestations, ou ne fût-ce que de les mettre hors d'état de nuire. Ceci étant, on ne peut pas gagner une guerre sans avoir identifié l'ennemi. Qui nous fait la guerre à l'Est? Tant que nous allons continuer à parler de ADF, de Maïmaï, de ceci, de cela, ça ne finira jamais. Ce qui se passe à l'Est, c'est une guerre de basse intensité. Et l'ennemi qui nous fait la guerre à l'Est, ce sont les grandes puissances occidentales, en commençant par les États-Unis d'Amérique. Il faut le dire une bonne fois pour toutes. Vous croyez que quelqu'un comme Amadou Ndala a été tué comme ça, sans avoir sans que ce soit organisé par des services militaires spécialisés, qui disposent de drones, qui disposent de satellites, pour identifier dans quel véhicule il se trouve avant de lancer la roquette? Vous croyez que le général Bahoum a été tué comme ça? Alors, je dis et je le répète, tant que nous continuerons à avoir la MONUSCO ici, qui a une base militaire en Ouganda, et que de là, ils peuvent surveiller tout ce qui se passe sur notre sol, qui sont capables d'informer en temps réel tout ce qui se passe, nous ne nous en sortirons jamais. Réalisons que, ce pays, on n'a pas de parachutistes, on n'a pas de commandos, on forme des commandos à Kotakoli, on n'en forme pratiquement plus, on n'a pas d'hélicoptères. Comment est-ce qu'on va combattre les gens qui sont dans la guérilla? Comment ils s'approvisionnent en armes? Mais informons-nous sur ce qui se passe ailleurs, en Amérique latine avec les contrastes. Ce sont les mêmes États-Unis qui larguaient les armes par hélicoptère dans les forêts, dans les bourses là-bas, pour les contrastes. Alors, pourquoi? Parce que qui est le principal bénéficiaire de ce qui se passe à l'Est? Qui profite des minerais? Aucun pays africain ne transforme les minerais, le coltan ou le cobalt. Alors, si cela continue jusqu'à aujourd'hui à s'approvisionner, ceux qui ont intérêt à la situation, ceux qui la financent, alors continuons à perdre du temps à nous soupçonner, tout ça, ça ne sert à rien. Si vous connaissez des gens,
dénonçons-les, n'hésitons pas, dénonçons-les dans l'intérêt de tous. Alors, politique, nous restons, vous êtes président de la Ligue de jeunes de MLC. Alors, que vous dites ces discours venant de deux institutions de base de notre République? Merci, directeur. J'aimerais commencer par dire que nous savons tous que la guerre à l'est de notre pays est due à plusieurs catégories d'enjeux. Les premiers qui seraient des enjeux politiques, et la deuxième catégorie pourrait être celle des enjeux économiques, et la dernière est relative aux enjeux sociaux. Alors, comprendre ce qui se passe à l'Est doit effectivement être mis dans le cadre d'une vision. Ça veut dire qu'on a cette situation qui se présente devant nous. Il y a différentes raisons, même si je pourrais être d'accord avec M. Corneille qu'il y a toujours des plus grands tireurs des ficelles, mais il y a aussi des acteurs moyens qui s'y engagent parce qu'ils ont des objectifs qui sont les leurs. Donc j'ai parlé des objectifs politiques, économiques ou sociaux. Et donc, il s'agit donc de mettre en perspective ces différents points et comprendre comment est-ce que nous pouvons mettre fin à ces problèmes de guerre à l'Est. Parce que la recette ne pourra pas être unique. On a la voie diplomatique, nous avons la voie militaire, il y a divers moyens, et même économiques, parce que vous savez qu'il y a beaucoup des jeunes qui se mettent, qui adhèrent aux groupes armés pour des raisons purement sociales, hein, des jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui ne savent pas s'en sortir autrement. Donc, il s'agit de mettre tout cela en perspective et d'avoir une politique réelle, parce que moi j'ai toujours dit que jusque-là, nous n'avons pas encore des politiques concrètes pour mettre fin à la guerre à l'est de notre pays. Généralement, nous faisons du bricolage. On essaye d'aller à gauche, on essaye d'aller à droite. On s'est dit, est-ce qu'il ne faut pas une coopération bilatérale avec les pays voisins? Est-ce qu'il faut peut-être aller élever un peu sa voix au niveau de l'ONU? On est en train de faire du bricolage. Il n'y a pas encore une stratégie effective, concrète, pour lutter contre, pour mettre fin à la guerre à l'est de notre pays, même si je pense que ça devrait être lié avec autre chose, parce que M. Robert a parlé tout à l'heure de la recherche scientifique. Mais vous savez, il y a d'autres points qu'on peut ignorer. Aujourd'hui, je suis étonné, moi, de voir qu'il y a des gens qui prônent le planning familial, par exemple. Parce qu'on dit, il y a certains présidents européens qui disent on fait beaucoup trop d'enfants, mais il faut comprendre que même la politique démographique rentre en jeu quant à la situation sécuritaire de notre pays. Nous avons 9 frontières à gérer, nous avons un très grand pays. Et pour ça, il faut qu'il y ait beaucoup d'enfants pour qu'on puisse arriver à sécuriser notre pays. Vous savez, nous avons une armée, nous avons un pays qui est 4 fois plus grand que le Ghana, si je ne me trompe pas, mais l'effectif de l'armée ghanéenne est 5 fois supérieur au nôtre. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger, mais pour ça, il faut que ce soit vu globalement avec une stratégie concrète. Pour atterrir avec le discours qui a été dit, directeur, 2011, 2012, 2013, nous avons été dans la rue. Ici, et alors qu'on nous gazait, si je peux dire, on a reçu des tirs de gaz lacrymogènes parce que nous disions que la guerre à l'Est d'abord était négligée. Ici, on préférait promouvoir, comme je l'ai toujours dit, les maboké à la télé, les films nigérians et tout, mais quand il fallait organiser des marches, on vous disait non, vous ne pouvez pas organiser des marches. Et il était déjà connu qu'à Kinshasa, il y a des complices de la guerre à l'Est. Mais je ne veux pas dire que c'est des déclarations gratuites, directeur. Pourquoi? Vous avez des rapports de l'ONU. Il y a des rapports de l'ONU qui vous disent que certains hauts officiers des FARDC étaient soupçonnés ou étaient impliqués dans du trafic d'armes vers les groupes armés. Nous avons des groupes, parce que je pense que c'est la catégorie que M. Robert a oubliée, ce sont les Maï-Maï. Qui sont considérés, entre guillemets, comme des groupes d'autodéfense populaire. Et il s'est fait que certains groupements, certains villages, parce qu'ils ne veulent pas subir l'incursion des pays voisins, des populations des pays voisins,
sont soutenus par des gens qui sont ici au pouvoir, des députés, des ministres qui fournissent à leur population locale des armes. Et comme vous savez, il y a toujours des déviations. Après, ça devient des raisons économiques et des problèmes en tout genre. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous avons toujours décrié ça. Mais après, peut-être qu'on va le mettre dans le cadre d'une stratégie, mais c'est l'impunité qui, persistante, continue à encourager ce genre de comportement. Tous les rapports de l'ONU qui sont sortis, il y a des gens qui ont été suspendus à la tête de l'armée et remis dans leurs fonctions ou promus d'ailleurs. Quel est le message que nous envoyons? Parce que je suis d'accord avec l'optique de dire que on ne peut pas se dévoiler comme ça face à l'ennemi. Ils vont trouver la raison pour dire que c'est eux-mêmes leurs propres problèmes. Mais aussi, nous devons projeter un message. Quel est le message que nous donnons à l'opinion internationale sur les nationaux qui sont impliqués dans ces groupes armés à l'est du pays? Et pour chuter, j'aimerais dire ici, il ne faut pas que je laisse passer ça, traiter le MLC de tueur en série, c'est simplement ne pas connaître l'histoire. Parce que le mouvement de libération du Congo a lutté pour la libération de ces pays et il faudra les reconnaître. Alors, Madame Rachel, vous avez une idée comment trouver une solution après tout? J'ai une idée. Quand on dit qu'il n'y a pas de stratégie, il y a des stratégies, mais les stratégies ne sont pas appliquées. Mais j'aimerais dire un mot d'abord. Quand vous avez évoqué le discours du président de l'Assemblée nationale, ce qu'il a eu à dire, c'est un secret de polichinelle. Nous le savons tous que la guerre à l'Est, il y a des pays voisins qui sont impliqués et ces pays voisins ont des soutiens extérieurs. Et quand vous regardez, aucun pays africain ne fabrique des armes. D'où viennent les armes? Et de ces groupes armés qui nous attaquent et de ces pays qui, justement, pillent nos richesses, ont des visées expansionnistes et sont soutenus par des étrangers. Donc, mais je voudrais dire, moi je tiens toujours à mettre, c'est toujours facile de dire c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, mais nous, Congolais, pendant ce temps-là, qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous faisons? Le rapport mapping, il existe, j'étais encore aux Nations Unies, mais qu'est-ce que nous, Congolais, on a fait pour se l'approprier, pour revendiquer que qu'on poursuive les gens qui sont accusés? Nos héros congolais qui sont tombés, justement, hein, je citerai, pour citer que Mamadou Ndala, est-ce que nous avons honoré Mamadou Ndala à l'époque, quand il est tombé? Est-ce que ce n'est pas passé rapidement? Il ne fallait pas en parler. Ça mettait mal à l'aise beaucoup de gens. Quand Denis Mukwege a obtenu son prix Nobel de la paix, je me souviens très bien, même nos chaînes nationales n'ont pas honoré Denis Mukwege. Il ne fallait pas en parler. Moi, je me suis retrouvée à une conférence de femmes où une femme appartenant à la majorité de l'époque s'est levée pour attaquer Mukwege. Donc, on a une part de responsabilité. Mais cela dit, je me dis que soyons plus fins, soyons plus intelligents, sentons l'air du temps. Est-ce que vous ne voyez pas que les choses sont en train de bouger? Quand M. Luboya parlait de stratégie, la stratégie militaire, etc., etc., moi je voudrais qu'on joue plus sur l'arme diplomatique, la diplomatie. Il n'y a pas si longtemps, tous ces pays tireurs de ficelles faisaient semblant ou n'écoutaient pas les cris des Congolais qui disaient « il y a des complicités, il y a des tireurs de ficelles ». Ils faisaient semblant, mais aujourd'hui, regardez l'Amérique, taxe des groupes armés de terroristes, des groupes armés congolais. Aujourd'hui, regardez, il y a un tweet de Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain, qui dit oui, les conflits à l'est de la RDC, on pense, il faudrait peut-être regarder du côté de certains pays qui, justement, sont intéressés ou exploitent ou pillent les mines congolaises pour, etc. Subitement, ils reconnaissent ça. Mais exploitons ça, utilisons ça. Quand nous voyons maintenant le Conseil de sécurité hier qui se réunit
avant-hier, pardon, fait une déclaration en saluant les efforts qui sont faits pour justement dans le sens du rétablissement de la paix, dans le sens de la stabilité politique du Congo, etc., etc. Mais exploitons ça, parce que la diplomatie, c'est comme un paquebot, hein. Hier, ce n'était pas de notre côté. Aujourd'hui, ça semble aller de notre côté. Saisissons ça et affinons nos analyses. Et puis, parlons à chaque partenaire, voir comment, justement, ce soutien que nous avons du Congo aujourd'hui, grâce, il faut le dire, hein, même si ça déplaît à certains, la diplomatie engagée, agressive du président Félix Tshisekedi, eh bien, saisissons l'occasion. Saisissons l'occasion, hein, ou plutôt que de continuer à dire oui, c'est parce que évidemment au Conseil de sécurité il y a les fameux 5 grands. Vous sentez réellement que nous avons une diplomatie agressive? Oh oui, il y a pas si longtemps, on était bannis un peu partout, hein. Et maintenant, elle est relancée. Mais ce que je suis en train de dire, il faut la renforcer. Ça nous a rapporté des faits palpables. Monsieur Kalonda, pendant 2 ans, qu'est-ce que nous avons vécu? Nous avons eu les 18 ans passés, après nous avons eu 2 ans de blocage, et maintenant nous sortons de ce blocage-là, soutenons ces efforts-là. Le moindre signe qu'on voit dans ce sens-là, il faut soutenir, il faut encourager, il faut venir avec des idées nouvelles, créatrices. Avant on avait... Okay. Non, j'insiste. L'aspect diplomatique, parce que le militaire, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand les conflits armés terminent, engageons-nous résolument dans la diplomatie. Et l'occasion, elle est bonne en plus, parce qu'on a la présidence de l'Union africaine. Il y a tellement de choses qui peuvent se jouer. Ok. Alors, Kambele, vous avez quelques pistes qui peuvent nous conduire vers la résolution de ce que nous avons comme problème à l'Est? En restant sur la ligne nous proposée par les 2 présidents des 2 chambres. Oui. Parce qu'il y a l'un qui a dit ceux d'entre nous qui sont dedans doivent sortir. Et il y a un autre qui a dit tenons un langage sincère pour que nous puissions trouver des solutions. Voilà. Okay. Merci de l'occasion que vous me donnez de répondre à cette question-là. Mais je commencerai d'abord par dire que il n'est pas un secret que depuis sa création, le parti du président de la République actuelle a commencé par prôner son combat pour l'instauration, ici en RDC, d'un état de droit et de démocratie. Quel parti? Donc, que quelques années plus tard, après le début de ces combats, qu'on retrouve cette volonté-là inscrite dans la constitution de notre pays, on ne peut pas dire que le combat de l'UDPS plagie la constitution. Donc, ça, c'est une réponse à certains réactionnaires qui pensent que l'UDPS va à contre-courant. Deuxièmement, la question qui se pose à l'Est, la solution se trouve du côté de l'identification des populations qui sont dans le pays et de manière à ce que le pays ait des fonctions qui doivent revenir absolument aux nationaux. On n'a pas à mettre de l'eau dans la bouche pour le dire. Nos frères qui viennent d'autres pays et qui veulent acquérir la nationalité congolaise ne peuvent pas accéder à certaines fonctions. Ça doit être dit de manière claire. Dans tous les pays, on ne donne pas certaines fonctions à des sympathisants. À des sympathisants étrangers. Non. Ça, ce sont des fonctions pour des nationaux. Bon, donc c'est une piste de solution. Le recensement, ou plutôt l'identification des nationaux est une des grandes pistes qui doit être empruntée d'ici les élections. Deuxièmement, le courage politique veut que, évidemment, par des méthodes démocratiques, on arrive à, comment je peux dire, tamiser le personnel politique qui est là
et comme ceux qui sont déjà engagés les mains qui ont trempé les mains dans la pâte et qui ont peut-être touché à l'argent pour vendre le pays ou vendre les minéraux du pays au détriment des intérêts du pays. Mais le courage politique appelle à ce que ces personnes soient mises de côté. Et dans un bref délai. Ok. Maître Lendo, vous êtes aussi politique, vous êtes... Politique des Lumières, politique scientifique, pas politique dans les tralala que charrie la quotidienneté politicienne congolaise. Et Noël, on parle de l'insécurité à l'Est. Laissez-moi faire peut-être 3 petits témoignages dans mes minutes. Premier témoignage, j'étais un grand ami au fait le général Boudjamabé. Et ce ne sont pas ces enfants qui pourront faire le démenti ici. Et Boudjamabé commanda Kananga, la 6e région militaire, à l'époque de la MONUC. Et le commandant MONUC au pays fut un Sénégalais. Il arrive, que j'ai rencontré, avec qui j'ai discuté plusieurs fois, il arrive à Kananga, il retrouve Boudjamabé, ancien commandant Kotakoli. Il décide, oh, mais Félix, je me gêne de pouvoir me présenter devant vous comme une sommité des Nations Unies. Je fus votre élève à Kotakoli. Mais qu'est-ce qui se passe? En principe, c'est vous qui devriez être commandant MONUC ou ailleurs et que nous, les Sénégalais, nous soyons là pour bénéficier de votre expertise. Premier témoignage. Deuxième témoignage. Noël, je fus encore ami à un certain Français, commandant de l'effort, Thierry Foussalba, lieutenant-colonel. Foussalba me pose la question, mon cher ami, vous n'avez pas de politicien au Congo. Effort, je pèse bien mes mots, il n'est pas encore mort en France. Et troisième témoignage, le professeur Thomas Kanza. Il a écrit un livre intéressant, The Fall of Life of Patrice Emery Lumumba, sorti en 1971. Et j'appelle aux jeunes de venir à la bibliothèque de la méritocratie. Eh bien, Thomas Kanza a posé le problème, Noël. En 1971, il n'y avait pas encore cette histoire de touch et ainsi de suite. Thomas Kanza dit, la position de ces pays impose une certaine, je dirais, une certaine capacité méticuleuse dans le chef du politique congolais. Mais posons-nous la question aujourd'hui, qui est politicien au Congo? Je m'en moque, je n'en dirai pas plus. Voilà mes 3 témoignages. Donc, j'en viens à la question. Mais je suivis les 2 présidents de chambre. Bon, je vais d'abord parler de celui qui a dit il y a de complicité en interne. C'est bien bon comme discours interpellateur. Mais mettons-nous à la place de nos frères. Je suis politique, l'opposition scientifique, je reste en contact avec mes frères de Beni et je compatis avec leur malheur. Noël, j'ai eu des messages. Si le temps nous le permet, je peux vous faire lire ma boîte à mail et à même mon WhatsApp de Beni. Mais qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Vous ne savez pas ce que Beni vit quand on parle de sécurité. Je suis Manianga, je n'ai pas vécu ce que mes amis vivent. Mais par compassion patriotique, je suis Beni. Quand vous dites ici, sur ce plateau, il y a des complices de Beni, mais mettez-vous à la place de Beni, qui suit l'émission Forum. Vous mettez quoi? Cette dose de suicidité irrépublicaine. Qui en répondrait demain? Voilà l'irresponsabilité du discours politique congolais. Donc voilà, je pense que de tels discours doivent être proscrits dans l'alchimie, n'est-ce pas, de la communication politique. Il ne faut pas que le politique se mette à... Bon, ça c'est le propre de ce que je vois, même de l'extérieur du pays. On se moque de nous. Et j'ai dit au peuple de suivre, en même temps, maintenant le peuple, on a évoqué la révolution technologique. L'avantage pour le peuple aujourd'hui, ce n'est pas comme à notre époque, où il y avait une télévision noir et blanc. Quand vous mettez Congo-Brazza, Kinshasa, mais aujourd'hui on a les canaux SAT, on a les WhatsApp, on a l'Internet, qu'ils voient les degrés de débat à travers nos voisins, à travers les pays africains. Mais je citerai en disant, Noël, parlons du Mali, avec la responsabilité de nos députés. Je suis désolé quand je suis mes députés, provinciaux, nationaux, je m'en moque par moment. Souvenez-vous du cas malien, avec l'incursion des terroristes. Mais il fallait voir la balade des députés maliens dans les médias internationaux. Il faut voir l'intervention de certains députés nationaux maliens à la TV5, à la Voix de l'Amérique. Il faut le voir. Mais ici, aujourd'hui, tout le monde est dans la formation du gouvernement. Mais aussi, on parle de l'Est, c'est bien beau. Mais j'aurais voulu que le réseau qui justifierait la sortie du gouvernement puisse être lié, comme ça s'est fait ailleurs.
Les débats ne tournent pas autour de parti Batiété, jamais Kobimati. Quand on a dit Kobimati, ah non. Ailleurs, on devrait déjà voir dans les partis politiques qui se réclament, bon, partis politiques parce que nous respectons ce que les autres font, mais on sent quoi? On devrait avoir des discussions dans le retard du gouvernement, non pas parce qu'on n'a pas mis le caca, on n'a pas mis je ne sais pas qui, mais parce que la politique de moi, mon parti, par rapport à ce que je vois, ne correspond pas. La question de l'Est. Qu'est-ce que les différentes composantes nous apportent? Poids politique. Ça m'a fait rire de Noël de l'extérieur. Un ministre d'un pays ami me dit, mais vous ne cessez d'inventer des choses. Nous, on fait aussi des partis des gouvernements, mais on ne parle pas de poids politique. Poids politique, c'est quoi? Mais voilà, les débats devraient être là. Telle composante, union sacrée. Ça, c'est aussi de la mascarade quand les gens chantent union sacrée. Mais c'est quoi? Je ne suis pas de cette école. Union sacrée, c'est quoi? Les débats devraient être... Le président a dit, dans le cas de l'union sacrée, moi, je l'ai vu 2 fois. Dans le cas de la consultation de l'union sacrée, le président était clair. On veut édulcorer, on veut mimer la pensée du président pour lui présenter encore une étiquette comme on l'a fait avec Mobutu. Quelqu'un a évoqué ici les manifestes de l'Ancel. Donc, je pense, Noël, nous devrions rationaliser la gouvernance. Mais je réalise que les politiciens congolais, l'acteur politique congolais, mais c'est comme les chauffeurs de foula, ils créent des embouteillages inutiles, sans normes, et en plus, je réalise avec amertume que le Congo, le politicien, c'est un peu le moine à mouquet. Il y a pas la politique n'est pas l'affaire des grands hommes. Ici, la politique, c'est prise en otage par des banamiqués. Mais vous avez cité Mamadou Ndala. Noël, encore une fois, je veux faire la politique des Lumières. Dieu merci. J'ai connu le général Baoum à l'époque colonel sous la Deuxième République, à la DSP. J'ai connu mon petit Mamadou Ndala par l'entremise d'un général que je ne citerai pas ici. Toute son équipe de garde qui a survécu, et Laetitia Kine, Noël. Mais la femme de Mamadou Ndala, après la mort de son mari, je l'ai retrouvée dans mon quartier à Binza Pigeon, non loin de l'ex-digital. Elle louait une maison. Après 6 mois, elle n'avait plus de quoi payer la maison. Elle a quitté. Et aujourd'hui, je cherche, elle est où? Parce que c'est les enfants de Mamadou Ndala étudiés au complexe Champagne avec Bobo Koli. Elle est où? La famille Boudjamabé. Et où? La famille Baouma. J'en appelle au chef de l'État. Maintenant qu'on parle de l'Est, il faut que nous arrivions, Noël, à arracher l'attention des dieux dans ce que nous faisons. Je le dis devant Kambelembe, le secrétaire, lui au moins il voit encore le président plus que moi. Eh bien, que le président nous donne ce plaisir-là. Nous voudrions le voir, recevoir la veuve Boudjamabé, les enfants Boudjamabé, la veuve Baouma, la veuve, mon petit Mamadou Ndala. Je ne vois plus la dame ici, elle a habité quelque part vers Babylone. La veuve de victimes est aussi en béni. Janvier. Et Noël, nous pouvons aider la République. Je cite par là Noël, c'est très important. Ne faisons pas de choses parce que c'est par habitude. Nous devons révolutionner les esprits. Nous ne devons pas passer notre temps à parler ici pour que demain, bon, les gars qui ont un forum et les gars qui bien. Non, il faut susciter ces bouleversements de conscience dans ceux qui nous suivent. Donc, nous pouvons aider les présidents si les noms de ceux qui ont péri par leur prouesse à l'Est. Je vous assure, Noël, nous allons rendre un grand service à la République. Oui. Donc, il faut proposer des solutions parce que si on trouve des solutions, il n'y aura pas à pleurer Mamadou Ndala, d'autres Mamadou Ndala, on n'aura pas à pleurer Baouma, on n'aura pas plus à pleurer. Donc, trouvons des solutions d'abord, proposez des solutions. Oui, madame. Merci beaucoup, monsieur Noël. Je serai très bref. Vous avez dit que faire. Lorsque je m'inspire du discours de monsieur Bati, il a parlé de la sincérité. C'est-à-dire, il sait ce qui se passe à l'est du pays. Donc, c'est à eux d'être sincères. Et lorsque je vois, je suis ce que M. Mbosso dit, quand il responsabilise les députés de l'Est. Parce qu'après la réunion avec les chefs des recoupements politiques, ils avaient arrêté un canevas de travail. Et ce sont les députés de l'Est qui viendront pour insister qu'on mette le problème de l'Est comme une priorité. Et quand il leur dit qu'ils doivent sortir des groupes armés, c'est à eux d'être responsables maintenant. 2 solutions. Au niveau externe, le chef de l'État, madame l'a dit, il est président de l'Union africaine. Donc il est mieux placé pour faire le lobbying. Et notre diaspora aussi. Voyez-vous? Et au niveau interne, nous avons la justice.
Quand M. Mbosso demande aux députés nationaux de quitter les groupes armés, c'est que M. Mbosso est bien informé. Il dit tout ce qui se dit tout bas, non? Donc, il doit prendre cette liste de ces députés qui sont impliqués dans les massacres de l'Est du pays et les transmettre à la justice. Comme ça, on commencera à interpeller ces députés-là, lever leurs immunités et mettre ces députés à la disposition de la justice. Moi, je pense que si on commence à interpeller ces députés-là qui sont impliqués dans les massacres de nos frères à l'Est du pays et des mamans, parce que vous êtes sans ignorer, il n'y a pas longtemps, on a mis un cliché dans les réseaux sociaux où une maman a été attaquée, morte, et l'enfant continue à prendre, quoi ça, à téter. Donc, ce sont des photos écœurantes. On en a quand même marre avec ces massacres. Et moi, en tant que femme, je demanderais que notre justice s'active. Si nous sommes réellement dans un état de droit, il est temps qu'on commence quand même à interpeller ces personnes qui sont impliquées dans les massacres à l'est de la République. Et vous voyez avec les Rwandais, ça fait 20 ans qu'on a massacré les Tutsis. Mais on en parle jusqu'aujourd'hui. Et on continue à arrêter les personnes impliquées dans les massacres de l'Est. Et nous, on commencera à arrêter quand? Ça fait déjà plus de 20 ans que nous continuons à mourir à l'Est du pays. Et ce problème aussi, nous tous, nous devons nous prendre, comment on dit, prendre conscience de cette affaire. Est-ce qu'au Congo central, on fait des marches sur ce qui se passe à l'Est? À Mbandaka, on en parle. Au Kasaï, on en parle. Mais non, c'est le positionnement. Mais nos frères meurent à l'Est du pays. Il est temps qu'on puisse quand même prendre ce problème à bras le corps. C'est le moment qu'on mette fin à cette guerre de l'Est. Parce que si nous ratons ce moment, je ne sais pas si on mettra fin à ce problème de l'Est du pays. Commençons par arrêter ces députés qui sont impliqués. Et au niveau extérieur, au chef de l'État de parler face à face aux Occidentaux et leur dire « nous avons beaucoup perdu ». Et vous verrez aux élections de 2023, c'est à l'est du pays qu'on nous dira il y a beaucoup de gens là-bas. L'assiette électorale sera la plus importante, alors que les gens meurent chaque jour. Donc, vous voyez, il est temps quand même qu'on arrive à mettre fin à cette guerre parce que le Congo perd de plus en plus. Le Congo perd de plus en plus, oui. Oui, alors, Jean Lokaka, vous avez une solution en politique que vous êtes. Oui, je vous remercie sincèrement. J'avais présenté une étude sur l'incidence sociale de la guerre du 2 août et politique en RDC. Et il y a 3 dimensions. Il y a un groupe qui est à la recherche de l'identité. Un autre groupe est composé de businessmen dans les minerais du sang, le deuxième. Et le troisième, c'est la recherche du pouvoir. Donc il y a 3 camps. Mais le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale sont parmi les géants du Congo et des anciens. Je crois qu'ils ont participé dans des gouvernements pendant la Deuxième République. Et ils sont conscients de l'opération turquoise, base de toute réorganisation et rayonnement de la situation actuelle. Ils ont participé dans les assises de Sun City. Alors, comme ils sont à la tête du Sénat et de l'Assemblée nationale, l'initiative des lois budgétaires serait du gouvernement et du Parlement. Et comme ils font partie du Parlement, je crois qu'il est temps, comme recommandation, de mettre un plan stratégique d'industrialisation et du développement de la RDC. C'est de là où Robert Ngambe va intervenir sur des parcs technologiques et scientifiques. Et les scientifiques de la RDC, par l'initiative du Parlement congolais, vont étudier toutes les questions culturelles, scientifiques, politiques. Ils vont tout étudier. Et si on a un plan, l'Est serait qu'une partie. Pour ne pas parler de l'Ouest, donc le plan stratégique de développement et de l'industrialisation en RDC
si le Parlement congolais prend conscience dans l'élaboration et que le gouvernement serait le produit du Parlement, je crois que c'est une des pistes de solution. Deuxièmement, l'histoire immédiate, ceux qui font les sciences sociales, au-delà du structuralisme, de la dialectique et du fonctionnalisme, il y a une méthode qu'on appelle l'histoire immédiate. Et l'histoire immédiate nous renseigne que quand les acteurs politiques sont vivants, présents, avec force, et ils sont nombreux, vous aurez des difficultés d'atteindre les objectifs assignés face à la justice internationale ou locale. Parce qu'ils vont se liguer en lobby. Et donc, comme nous, c'est la culture orale, hein, on n'a pas assez d'écrit, et que nos gouvernants ont tendance et habitude de tout communiquer officiellement, parce qu'on n'a pas aussi de retenues. Alors, tout est dans les médias. Il est impérieux, en deuxième position, de mettre une commission vérité et réconciliation. La commission vérité et réconciliation peut atténuer, parce que si vous suspectez un collègue député et que lui aussi a d'autres tendances sur vous, il faut qu'il y ait une commission vérité et réconciliation. En troisième position, c'est quelque chose qui dérange tout le monde. C'est l'administration de l'État congolais. Qui font partie de l'administration congolaise, excusez-moi le mot, c'est les vieilles personnes, c'est-à-dire plus âgées, qui attendent les retraites. J'étais à une maman en Galier, me dit, moi, je suis bima depuis 1982, mais je suis avant de répéter. Donc, nous avons une administration auquel les gens n'ont pas la mobilité de bien travailler. Et comme nous sommes entrés pour payer les fonctionnaires, il faut la Banque mondiale, malgré que nous avons une imprimerie unique qu'on appelle l'hôtel de monnaie et que nous nous disons indépendants. Donc nous avons un vrai problème de l'organisation de notre société. Si vous voulez prendre un papier à l'hôtel de ville, excusez le mot, peut-être dans la commune, regardez seulement l'organisation administrative. Là où il y a la gestion de l'État, en commençant par la police, l'armée, le bâtiment, les chaises, la personne qui t'accueille, sa tenue. Alors, qui s'occupe, parce qu'il s'agit du poumon de l'État. Donc, l'administration congolaise a un problème. Vous parlez de baignés de territoire. Moi, je fais le tour des collectivités dans le cadre de la décentralisation. Mais il y a des collectivités qui n'ont pas de bâtiments. Il y a des chefs de groupement qui n'ont pas de bureau. Le commandant de la... Alors, il y a un problème de l'équipement de l'État congolais. Le TP1 à l'époque, les véhicules de l'État sont où, chez qui et comment? Qui sont les chauffeurs de l'État? Les bâtiments de l'État avec la commission Folio qui vendent les bâtiments à tout moment. Donc il y a des vrais problèmes de société. Et qui nécessite, qui gère l'État pour donner un mot? J'avais un dossier, quelqu'un, avec un groupe de gens, prend la parcelle. Mais il faut voir tout le monde. Tu vas voir quelqu'un, dans ses attributions, il dit, Nana okokate. Et tu vois, Nauti kokotaka asika. C'est toi le décideur. Donc quand tu parcours toutes ces personnalités face à une décision de sa juridiction, il n'a pas la capacité de décider. Et enfin, en quatrième position, l'État congolais n'a pas le moyen de communication nationale. Il utilise WhatsApp, les dirigeants utilisent, je ne fais pas la publicité de Vodacom, RTL, on n'a pas une ligne et la SIM s'achète comme on veut. Et donc, si c'est les communications de l'armée, par quelle canalisation? Ça doit passer par Vodacom. En cinquième position maintenant, qui sont les personnels habilités? La circulation des personnes ainsi que leurs biens, la police.
l'armée pour protéger les frontières. Ok. Maintenant, le président du Parlement, ancien, du Parlement et Sénat, c'est-à-dire le président du Sénat était ministre de plan. Quel est le plan pour restaurer les forces armées et la sécurité de la République? Les camps, la dotation. Il y a même des gens qui achètent les képis, les tennis, tout robino sombaki, et qui vend. La personne qui vend est derrière Mariano là-bas avec les conteneurs de biens de l'armée. Donc, tout ça, cette personne qui vend les bérets ne peut pas vendre à quelqu'un qui est à Béni là-bas les bérets. Et qui est cette personne? À quoi servent les machines pour coudre au camp Kokol? C'est-à-dire, il faut voir, génie militaire, génie civil, comment restaurer l'armée. Et il faut une dotation. Alors, les deux, ils peuvent faire le budget annexe uniquement pour l'armée, la police et les services de sécurité. Nous voulons être protégés. Qui nous protège? La sécurité sociale pour eux, est-ce qu'il y a les Madessou? Est-ce qu'il y a ration? Les enfants de ces militaires, vous avez parlé de Baouma et les autres. Mais c'est depuis longtemps, il y a des morts qui ne sont pas communiqués. Chez les autres, il y a une liste, on dit mort, 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 et on commémore. Il y a ceux qui sont tombés dans les champs de bataille qui ne savent pas que papa a Koufa. Que faut-il faire? Alors, mais il faut mettre un plan, un budget pour restaurer les mémoires de tous ces morts, parce qu'il est temps, ils savent qui sont morts dans les opérations de Tingi-Tingi, qui étaient morts à Kananga telle année. Il faut restaurer tout ça pour qu'il y ait des mémoires, même faire des mémorials. Les deux là, ils connaissent la situation. Leur est temps qu'ils se mettent pour élaborer un plan avec les scientifiques et ils proposent au gouvernement que voilà, le Parlement congolais a mis un plan. Ils ont tout intégré avec les scientifiques pour relever le défi. Voici ce que nous pouvons faire et le pays va aller de l'avant. Ok. Alors, on termine avec Saïlé. Comment expliquer? À l'Équateur, on a connu les problèmes de Niélé. Et c'était vite maté. Au lac Maïndombe, on a connu les problèmes avec Yumbi. C'est vite maté. Qu'est-ce qui fait que Béni Boutembo, ça dure et ça dure? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. C'est comme si nous sommes communiqués par télépathie, parce que vous êtes rentrés au village. Quelle est la place du chef coutumier dans l'espace congolais? Le chef coutumier, le détenteur du pouvoir ancestral. Nous négligeons les ancêtres. Pourquoi? Pourquoi nous ne voulons pas regarder l'ancêtre en face pour qu'il nous donne la lumière pendant la nuit? L'ancêtre existe. Le chef coutumier, dernièrement je suivais la télévision, les chefs coutumiers Tekeoum sont passés à dire « Monsieur le Premier ministre, nous voulons le poste de ministre des Affaires coutumières qui sera dirigé par un chef coutumier. » Non, parlons-en, parlons bien, parlons mal. Alors, nous oublions le pouvoir ancestral, nous avons des problèmes. Le Congolais, à partir de ses us et coutumes, sait comment prier le Seigneur. Il a son mode de vie de prier le Seigneur. Par rapport aux Blancs. Rentrons au village. Monsieur le directeur, prenons la pirogue ici. Prenons le fleuve Congo. Arrêtons même à Kenge. Allons voir le chef du village. Le chef du village dira que, ah, c'est bien, vous pouvez venir me voir. Il sera requinqué. Est-ce que vous voulez amener un peu de whisky? Le chef du village, il peut dire ça. Parce que moi, écoutez d'abord le cheminement des leaders de frères. Après, vous allez corriger après, le film Kalembelembe. Le chef va dire que, est-ce que vous voulez apporter du whisky? Moi, je le veux de palme. Lorsque le village est attaqué, le batteur de tam-tam a fait le rappel de troupes. Tout le monde vient. Oh, allons voir le chef. Le chef dit que nous sommes attaqués. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui a les fourmis rouges là-bas? Chef, j'ai un peu de fourmis rouges. Est-ce qu'il y a moyen de balancer ça? C'est ça, ça existe. Je vous donne un exemple simple de mon oncle. Hein. Mon oncle, c'était un infirmier diplômé qui a terminé l'école à Mi en 1959 et on lui avait donné une voiture Ford. Après, les Belges sont venus pour récupérer tous ces infirmiers diplômés et les envoyer à Kananga comme assistant médical, mais dans le cadre de la force publique.
Alors son père, le père de mon oncle, n'était pas d'accord du départ de son fils vers l'armée. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vers les ancêtres. Histoire vraie. Alors, on fait le mystique, tout, à Kananga. Mon oncle Moïkima, c'est l'ami de Mobutu. Ils ont étudié ensemble. À Kananga, appel de troupes le matin. Moïkima Antoine, il commence à faire mais c'est quoi ça? L'homme blanc, le chef qui est là, dit non, ça c'était un malade mental, il faut le prendre, mettre des côtés là-bas. On prend mon oncle, le met des côtés. Après le meeting, Mobutu va voir son ami Moïkima, il dit que Munganga, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, moi je ne comprends pas. Mais pourquoi tu avais les hookers? Hop. Ah, je ne comprends pas. Comment on appelle ça? La poste existait à l'époque. La lettre arrive à Kananga. Le père à mon oncle dit que non, Zonga, Zonga Namboka, Moussa sur les attaques. Voilà les mystiques. Et il est rentré à la maison, il est rentré au village, bon, Koko a fait son travail. Alors pourquoi l'Africain, franchement, pourquoi les Congolais ne peuvent pas rentrer au village, écouter l'ancêtre, causer avec l'ancêtre? Il y aura des solutions. Voilà, nous oublions l'ancêtre, on va où? Nulle part. Ok, je pense que chaque peuple a ses traditions et nous aussi, nous avons nos traditions. Je crois que ce que vous dites, ce n'est pas faux. Ceux qui nous dirigent doivent tenir compte que les coutumiers, il ne faut pas les négliger. Les coutumiers, dans tous les pays du monde, ils jouent un grand rôle. Ils jouent un grand rôle et avec eux, il y a moyen de résoudre beaucoup de problèmes qu'on ne peut pas résoudre, scientifiquement. Scientifiquement, il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Que vous le vouliez ou pas, soyez-en sûrs qu'il y a des connaissances que nous n'avons pas, nous qui avons étudié. Alors, passons au deuxième sujet, qui n'est pas le moins important. Je disais dans le sommaire que nous avons un danger qui nous guette, surtout la capitale, qui ne compte que sur une seule route d'intérêt national. Aucun pays au monde ne peut survivre sans la circulation de biens et de personnes. La voie de communication reste quelque chose de très important. 60 ans après, nous n'avons que cette route tracée par des Belges. Comme si nous manquions d'ingénieurs pour nous tracer d'autres routes d'intérêt national. Je vous disais qu'on ne peut pas entrer à Bruxelles par une seule voie, qu'on ne peut pas sortir de Bruxelles par une seule voie. On ne peut pas entrer à Paris par une seule voie, sortir de Paris par une seule voie. Donc, mais au Congo, on entre dans la capitale congolaise par une voie unique et sortir par celle-là même, comme s'il n'y avait pas d'espace pour tracer d'autres voies. Qu'est-ce que vous en pensez? Messieurs les politiciens, vous êtes... Merci beaucoup, directeur. Je l'ai toujours dit. Vous savez, directeur, on a le mot de passe. Sans les chemins de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Ça, c'est Stanley. C'est Stanley. Le mot de passe, vous l'avez ici, au centre-ville, à la gare centrale. Tout le monde voit, tout le monde sait, mais personne n'agit. C'est une manière de dire que ce grand pays que nous avons, avec toutes les richesses qu'il regorge, ne pourra être valorisé et même sécurisé s'il y a les voies de communication. Seulement, il n'y a personne qui s'y emploie. On vient souvent avec des politiques dans le sens Tokobongsa social, Tokobanda Kolia, mais tout part d'abord de l'infrastructure. Et malheureusement, aujourd'hui, vous savez, quelle est la part du PIB investi dans l'infrastructure? 1%, 1,26%. Et ça veut dire que nous n'avons pas de vision. Nous n'avons pas de vision de développement. Nous n'avons pas de vision de développement pour ces grands pays que la République démocratique du Congo.
Alors, parce qu'il faut proposer des solutions, et je ne veux pas m'éterniser sur la mise en contexte, parce que nous connaissons tous les problèmes, je pense qu'il y a des solutions qui ont marché ailleurs, dans des pays qui n'étaient pas essentiellement des pays très riches, même africains ou asiatiques. C'est le fait de privatiser les routes ou la construction des routes directeurs. J'ai discuté, et je l'ai déjà dit autour de cette table, je crois il y a 2 ans, j'ai discuté avec un professeur américain, expert en transport, qui disait que généralement les présidents africains craignent de céder les routes ou de privatiser les routes ou les voies de communication parce qu'il y a les chemins de fer. Pour un pays comme le nôtre, moi j'ai déjà eu la chance en tout cas de faire un grand tour du pays, un peu partout. Nous avons parfois des reliefs compliqués qui nécessitent que quelquefois nous devons utiliser les chemins de fer. Nous avons la grâce de la nature ou des dieux qui fait que rien qu'avec avec nos cours d'eau, nous pouvons vraiment faciliter le transport en République démocratique du Congo. Il faut exploiter ça. Et le fait de privatiser ne doit pas faire craindre les dirigeants de perdre une part de souveraineté. Parce que c'est ce qui s'est dit souvent. On s'est dit que si nous laissons telle route d'intérêt public entre les mains des privés, c'est une manière de céder une part de notre souveraineté. Il n'en est pas le cas. Parce que peut-être qu'ici nous manquons encore un cadre légal, mais il suffit de le mettre en place, parce qu'ailleurs ça existe. Nous privatisons les routes, il y a beaucoup de capitaux qui chôment, qui n'ont rien à faire à travers le monde. On nous construit des routes et des chemins de fer. On instaure les péages pendant 25-30 ans. Les investisseurs récupèrent leur argent et la route devient libre. Et si, d'ailleurs c'est lui qui me l'a dit, il me dit, écoutez, si vous avez des investisseurs qui sont gourmands, ça je le dis pour nous et pour la jeune génération qui nous suit, c'est entre nous, il dit, si vous avez des investisseurs plus gourmands qui veulent que vous puissiez privatiser la route pendant 50, 60 ans ou 100 ans, vous acceptez, mais quand il est 30 ans, vous privatisez, vous nationalisez, ils ne vont vous amener nulle part. Donc, c'est seulement une manière de dire que, directeur, vous savez, ce qui nous a aussi toujours bloqués dans ces pays, c'est que nous voulons suivre les schémas de développement, le même schéma de développement que les autres, alors que nous n'avons pas les mêmes contraintes. Il faut adopter une politique proactive où nous cherchons des alternatives. Nous n'avons pas de plan Marshall pour nous ici, il n'y a pas 400 milliards de dollars qu'on veut donner au Congo. Développons d'autres mécanismes, même pour l'agriculture. Parfois, on est ici à se dire, oui, vous savez, l'agriculture, aujourd'hui, avoir une vague une propulsion dans les secteurs agricoles ne nécessite pas que nous puissions perdre 200 millions de dollars directeurs. Avec des alternatives, nous pouvons avancer. Et pour répondre donc à la question, aujourd'hui nous sommes bloqués quand la route de Matadi est coupée, quand la route de Kikwit est coupée, nous sommes au point mort. Et même à Kinshasa, je crois que vous le constatez, ici, si le pont sur la rivière Djili est coupé, ou quand vous voulez monter à l'université et l'avenue université est coupée, tout est bloqué et c'est des embouteillages en tout genre. Développons ces mécanismes-là, privatisons, faisons des appels d'offres pour des investisseurs qui vont construire des rails, des routes et se développer aussi dans les secteurs du transport fluvial. Et après, nous pouvons, au-delà de 30 ans, 40 ans, avoir un réseau de transport digne d'un grand pays qu'est la RDC. Vous venez de Kikwit. Vous avez assisté à cette scène-là. Oui, comment ça se passe? C'est horrible, hein, parce que des fois, en image à la télévision, on ne se rend pas compte. C'est la 3e fois que la route se coupe au même endroit. L'office de route est allé pour la première fois mettre de la terre jaune, mais vous savez que la terre jaune ne résiste pas à l'eau de pluie. Ça coule vraiment avec de l'eau de pluie. Moi, j'ai quitté Kikwit jeudi, nous étions bloqués à Massamouna. Parce que quand vous arrivez à Massamouna, c'est plein de véhicules de part et d'autre. On ne peut pas passer. On a juste fait quelque chose pour des petits véhicules pour passer, mais les gros tonnages, jusque-là, c'est bloqué. On attendait l'arrivée du vice-premier ministre Ngompos. Malheureusement, il n'est pas arrivé. C'est le gouverneur du Kwilu qui est arrivé juste pour trouver une solution. Mais Dieu merci, il y a un gros véhicule qui devrait se retrouver dans ces ravins là-haut. Aujourd'hui, là, la route, c'est que
c'est terrible. Il y a un ravin, l'érosion qu'il y a eu, c'est terrible. De part et d'autre, maintenant, de la route, il y a l'érosion ici, il y a l'érosion de l'autre côté, la route est coupée à deux. Et donc, c'est difficile. Je crois que comme certains l'ont dit tout à l'heure, il faut une grande pensée. La République, notre République a des problèmes. Pensée. Tant que nous n'aurons pas les infrastructures, nous ne serons jamais développés. Et toute politique qu'on mettra en place, ça sera des saupoudrages. On vient, on fait des kilomètres à Lemba, on m'en amène la caméra, on fait 6 mètres à Rigini, on amène la caméra, et donc le pays ne sera pas développé. Je pense qu'aujourd'hui, mais ce secteur demande de gros moyens, de l'argent. Or, aujourd'hui, notre budget national ne peut pas prendre en charge de tels enjeux. Mais l'intervention de la BAD, les travaux ont déjà démarré? Non, jusqu'à aujourd'hui, parce que cette route-là, même depuis le Congo central jusqu'à l'entretien, c'est, comment on appelle, le Fonds européen de développement. Non, c'est pour 72 millions, rien que pour Massamouna. Non, mais ça c'est... Oui, le principe est là, mais le décaissement. Vous savez que là-bas, de toutes ces institutions internationales, quand on vous dit qu'on va vous donner aujourd'hui, le décaissement va se faire 9 mois ou une année. Or, c'est urgent. Donc, jusqu'aujourd'hui, c'est juste un tracteur de l'office de route qui est en train de faire pour que le véhicule passe, mais ça demande, c'est un grand chantier. Mais les problèmes résident à ce niveau ici. Comment expliquer que cela, que cela arrive alors que nous avons l'office de route qui a des points partout, il y a des brigades le long de la route, il y en a à Kenge, il y en a un peu à Misélé, du côté Massamouna, et puis ainsi de suite. Vous savez que, directeur, que le grand problème de l'office de route, c'est que l'office de route dépend de qui du financement. Aujourd'hui, c'est les FONER qui financent beaucoup plus l'office de route et l'OVD. Alors, mais les FONER, la gestion des fonds collectés par le FONER pose problème. On a même parlé dernièrement, l'UGF a dit qu'il y avait, la gestion n'était pas propre. Pardon? La dame est haïe. La dame, ce n'est pas la dame qui... S'il vous plaît. Le DG sera en prison et la femme fait l'intérim. Donc, il y a un problème sérieux de financement de... Mais les FONER a été créé, c'est pour l'entretien de route. Alors, maintenant, la gouvernance, la gestion du FONER lui-même, et même maintenant, le grand problème également entre les 3 entreprises, ce triangle-là, FONER, Office des routes, FONER, OVD, il y avait une théorie que les gens avaient développée du temps de la transition. Le responsable se retrouve dans les grands chantiers. C'est-à-dire qu'on peut vous surfacturer, là où ça demande 2 millions, on vous donne une facture de 6 millions, parce que le responsable se retrouve dans les grands chantiers. C'est là où il peut facilement se retrouver avec 1 million que vous mettez à la disposition du responsable, parce qu'il ne va pas aller prendre dans ce que vous faites avec 200 000 $. Et donc, ce problème, ce triangle-là pose problème, qu'il fallait voir réellement la traçabilité des fonds du FONER vers l'office de route et la consommation, du FONER vers l'OVD et le FONER lui-même comme établissement public aujourd'hui. Les personnels qu'on engage chaque jour, ça vous crée de surcharges énormes par rapport aux recettes. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de réformes qu'il faut penser que les réformes électorales. Ok, oui, Madame Abongo. Merci beaucoup, Monsieur Noël. Nous avons l'OVD, l'Office des routes, l'Agence des grands travaux. Les financements viennent. 3 structures qui sont censées construire les infrastructures routières. Je me pose la question 60 ans après où nous en sommes. Lorsque je regarde mon pays, je me dis pourquoi les Belges sont partis en 60. Parce que s'ils étaient restés, au moins ils allaient construire des routes.
et nous laisser le pays peut-être en 80. Parce que 60 ans après, qu'on me dise, on a construit combien de kilomètres de routes après le départ des Belges. Les Belges vous ont formé, les ingénieurs. Voilà. Mais nous, en prenant notre pays, en accédant à la souveraineté, M. Noël, nous avons construit combien de kilomètres de routes? Mais lorsqu'on construit des petits kilomètres là, c'est les caméras. Hein? On voit le chef de l'État aller inaugurer, si c'est les Tigélé là, voilà, on va construire autant de kilomètres. On doit arrêter ce cinéma, M. Noël. Nous sommes en retard en termes d'infrastructure. Nous devons maintenant réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que cette route-là qui est coupée, comment on va approvisionner Kinshasa? Bientôt là, il y aura hausse des prix. Il y en a déjà. Même Kananga. Et les grandes agglomérations là où il n'y a pas de route, comment la population va survivre? On doit prendre ce problème au sérieux, M. Noël. Il est temps que nos gouvernants, lorsqu'ils élaborent les budgets, qu'on alloue quand même des moyens pour les infrastructures et qu'on soit un peu regardant sur la construction des routes dans notre pays. Parce qu'on semble prendre ce problème à la légère. Voyez ce qui se passe maintenant avec la nationale numéro 1. Vous avez le pont de N'Djil ici qui est coupé, fissuré. Mais comment nous allons manger? Comment nous allons remplir le ventre si nous avons des routes coupées comme ça? Et moi, je regrette, je regrette beaucoup parce que nous faisons trop de bruit, mais regardez, nos routes sont défoncées, sont pas bonnes. Le pays est tellement vaste, on doit maintenant réfléchir comment faire. Améliorer la voie lacustre, améliorer la voie ferrée. Vous voyez le rail ici, qui sépare Gombe et Lingouala, on construit un marché dessus. Mais on est où là, monsieur le directeur? On pouvait au moins aménager cette voie ferrée pour transporter ceux qui quittent d'un coin à l'autre. Mais on construit un marché dessus. Voilà. Sur la rivière N'Djili, au lieu d'avoir 5-6 ponts, à travers Kinshasa, ici 5-6 ponts différents, mais on a un seul pont qui relie N'Djili. Et comme si... Pour terminer, Kouloumba ici, c'est tout un problème. Kouloumba, l'avenue là de Mazina. Oui, rapidement, alors qu'est-ce que vous dites? C'est tout un problème. Merci. En fait, si je continue toujours à insister sur le fait que nous n'avons pas encore une vision à adhérer de manière collective pour notre pays, c'est parce que nous n'avons pas. Nous continuons toujours aujourd'hui à faire de rafistolage, tantôt politique de chasse à l'homme, tantôt une politique improductive, tantôt la recherche de mots, de slogans qui permettent à ce que les oreilles, que l'on sente que ça va, alors que sous le terrain, il n'y a rien et qui va. Je me rappelle 2006-2011. Je suis revenu de Paris. Je trouve ici la politique des 5 chantiers. Beaucoup de gens ont critiqué 5 chantiers. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est là qu'il fallait s'appuyer pour réellement la reconstruction de notre pays. Maintenant là. Parce qu'on peut beau parler état de droit, quelques phrases de la Constitution, ainsi de suite, et son affaire à soi-même. Mais lorsque je vois que le national numéro 1, coupé comme on vient de le montrer là, c'est qu'il n'y a pas une politique de continuité. L'un ou l'autre s'est arrêté et quelqu'un d'autre continue à faire le travail jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une route qui quitte Mwanda jusque peut-être à Kinsangani. Si on avait une vision commune au travers de la reconstruction des routes de notre pays. Regardez la route ici, Kinshasa, jusqu'à Mwanda. Asphaltée, quand je compare, c'est Paris-Marseille. Si on avait le même route asphaltée de Mwanda jusqu'à Kikwit, vous quittez Marseille jusqu'en Allemagne. Si nous avons la politique, non pas de chasse à l'homme maintenant, mais de la continuité de travail, là où c'est limite, tel dirigeant, l'autre continue à le marteler, nous allons vers de l'avant et le pays va se reconstruire à fonction de moyens à notre disposition. Mais aujourd'hui, c'est le rafistolage. Oui, bien sûr, dans l'union sacrée, il n'y a que de débats ici et là. Le m'as-tu vu? Je dois avoir tel poste, ainsi de suite. Et c'est ça que je décris. Raison pour laquelle je n'adhère pas à l'union sacrée. Écoutez, on ne construit les routes qu'avec les moyens. Les moyens, l'argent. Quand tout bien, ça. Voici par exemple ce que moi j'ai lu, ce que j'ai entendu. Dès que cette route nationale numéro 1 a été coupée, la BAD vient de débloquer 72 millions. Et grâce à la présence d'un Congolais qui est là-dedans, Freddy Matungulu.
Et ceci veut dire que le Congo doit accélérer la politique d'être présent dans les organisations internationales. Les absents ont toujours tort. Le Congo doit utiliser aujourd'hui la politique d'être présent dans toutes les organisations internationales. Nous venons de vivre ce que Matungulu vient de faire, cette influence il a influencé la BAD pour vite débloquer. Ça va arriver dans tout le monde. Oui, rapidement. Oui, je vous remercie. Je voulais seulement mettre un point de vue sur ce que Luboya avait dit. C'est tellement capital que dans notre pays, nous négligeons pour les routes. Il y a des fonds dans le monde qui existent avec les générations futures qui sont logées, même comme le fonds du professeur Matungulu, mais il nécessite une loi du Parlement. C'est-à-dire, ce genre de fonds, chez nous, doivent avoir une garantie institutionnelle. C'est-à-dire... Non, naturellement, si vous voulez avoir le fonds pour faire les autoroutes, réunir tout le Congo, il y a des banques, là ce n'est pas des gouvernements, il y a des banques au monde qui donnent aux pays sérieux, qui donnent aux pays où ils qualifient qu'il y a des normaux, voilà. C'est-à-dire des pays, c'est-à-dire ici naturellement les gens sont vivants, mais il n'est pas normal, c'est-à-dire alors les pays où il y a des gens normaux, c'est-à-dire des gens sérieux, par attitude, par habitude, alors, les normaux là qui gèrent les autres, hein, entre guillemets, alors sécurisent les banques avec une loi et vous accédez à ça. Dès lors que vous allez bâtir, généralement ça peut vous faire 3 ans, parce que nous on a vécu des villes auxquelles on construit en Chine pour 10 millions d'habitants dans une année et 2 mois. Et vous payez le péage. Ça peut faire le mandat ou pas le mandat, mais la normalisation de l'éthique peut permettre que vous pouvez signer un pareil contrat et vous partez, l'autre président ou les autres peuvent continuer. C'est pour les générations futures. Alors, si vous êtes sérieux et normal, avec un parlement des normaux, c'est le problème aussi ça, et la minorité parlementaire, il ne s'agit pas que d'avoir une majorité, mais une minorité parlementaire peuvent proposer cette loi-là pour l'avenir des gens normaux futurs. Et donc, le problème ici, c'est l'innovation. Ok. Le problème, c'est l'innovation. Une minute, monsieur Mulumba. Une minute. Moi, je crois rêver. Nous venons, il n'y a pas longtemps, de signer ce que nous avons appelé les contrats chinois avec les Chinois pour construire les routes, les ponts, les chemins de fer et tout ça. Nous marchons sur nos minéraux que nous ne mangeons pas. Nous avons traité avec les Chinois pour qu'on exploite les minéraux. En contrepartie des minéraux qu'on exploite, on construit les routes, les chemins de fer et toutes ces histoires-là. On a vu débarquer ici le numéro 1 du Fonds monétaire international pour dire non, arrêtez ça. Je suis convaincu, aujourd'hui, si on n'avait pas stoppé cette affaire-là, nous serions capables de prendre une voiture catch, comme nous l'appelons ici, de Batadi et arriver à Kasumbalesa. Tout le matériel était disponible, la technologie est disponible, la main-d'œuvre disponible. Alors, on bloque ça et on se plaint qu'on n'a pas de route. Les Romains construisaient des routes. On a construit des tunnels pour les chemins de fer au XVIIIe ou au XVIIIe siècle en Europe. On a construit même un tunnel sous la Manche. Si on parle de fonds d'air, si on pose la question, vous allez tous me sortir des dollars. Vous allez payer ces gens qui travaillent sur ces routes en dollars? Pour quelle raison est-ce qu'avec notre monnaie, nous ne payons pas des gens qui travaillent? Nous avons suffisamment en 2010, on évaluait les réserves minières de la RDC à 24 000 milliards de dollars. Sans compter tout ce qu'on peut découvrir par la suite. Nous avons donc de quoi négocier la construction de nos infrastructures. Et on se plaint. On se plaint de quoi? Lequel d'entre nous se mange du cuivre, du coltan ou de l'or?
l'achat. Donc, simplement, utilisons ça pour en contrepartie. On n'a pas besoin d'aller prendre des contrats avec des gens, de commencer à exploiter, et pendant 30 ans, on doit les payer. Non, nous avons les minéraux là, on échange, on construit une route. Maintenant, on troque, on fait le troc avec nos minéraux maintenant. Ok. À l'indépendance, notre pays possédait 158 000 kilomètres de routes, en terre bien sûr, qui permettaient la desserte agricole et la circulation sur l'ensemble du territoire. Et ces routes-là étaient entretenues par des cantonniers. Il y avait 158 000 kilomètres. Aujourd'hui, avec les moyens que les régimes passés ont vantés ici, on n'a même pas 20 000 kilomètres de route. De 158 000, nous sommes tombés à moins de 20 000 kilomètres de route sur l'ensemble du pays. En 18 ans. Donc vous comprenez? Même pas 2000 Donc ce n'est même pas un problème de parler en 18 ans, 2 ans. Mon cher frère, ne sois pas réactionnaire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne sois pas réactionnaire. Ton régime est déjà passé, laissez les gens parler. S'il vous plaît, nous allons peut-être la semaine prochaine, si tout va bien, parler de l'escroquerie des entreprises de télécommunications. Les Congolais en souffrent sérieusement. Nous avons promis que vous puissiez vous documenter là-dessus pour que nous puissions en parler en conséquence. Et n'oubliez pas que les Congolais consomment tellement des unités et ces entreprises ont trouvé que c'est ici le terrain propice pour s'enrichir aussi facilement. Et ailleurs, les gens se sont défendus. Et aujourd'hui, ces consommateurs sont sans protection. Puisqu'on veut les changements dans notre pays, faisons un effort de réfléchir sur des problèmes qui doivent être résolus par des Congolais. Si quelqu'un croit que c'est l'étranger qui trouverait des solutions pour nous, ça c'est vraiment, on tape à côté. Nous avons aujourd'hui la capacité de résoudre des problèmes qui se posent dans notre pays. On pourrait même fabriquer des jeeps, des tracteurs et tout ça ici dans ces pays-là. Nous devons faire en sorte que ceux qui nous dirigent pensent au pays, qu'ils pensent réellement au pays, que ce ne soit pas des slogans, que ce soit des réflexions qui nous conduisent à réussir le développement durable de la République démocratique du Congo. Le Congo nous appartient, il n'appartient pas aux Américains, il n'appartient pas aux Français, non pas aux Belges, mais ça appartient aux Congolais. Et les Congolais ont l'obligation. Mais les Congolais doivent aussi faire un effort d'être présents là où les décisions se prennent au niveau international. Voilà, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine, dimanche prochain, sur la même chaîne, si Dieu le veut. Merci de vos interventions. Bonne fête de Pâques à vous tous, chers téléspectateurs. Au revoir. Naboyokani bodiso na tebo, tosi bwa bayeta unité.